Bonjour, nous en sommes maintenant au cours numéro 2. Qu'est-ce que la psychologie? On a vu à quoi ça sert dans le cours numéro 1. Ça sert à être satisfait, à retrouver la bonne humeur, à retrouver un équilibre quand on est un peu déçu, un peu déprimé, on se sent mal intérieurement. Physiquement, vous savez ce que c'est que de se sentir bien, en forme le matin quand on a bien dormi, le soir quand on est fatigué, c'est pas la même impression. Eh bien, nous avons également au niveau psychique un état de satisfaction ou bien un état d'insatisfaction, c'est-à-dire on se sent un petit peu moins bien par moment. Alors, le deuxième cours est consacré plus à ce qu'est la psychologie, c'est-à-dire à quoi elle consiste, qu'est-ce que c'est. Eh bien, nous allons voir tout de suite que la psychologie sert à comprendre le fonctionnement psychique par les lois du fonctionnement psychique, les lois du monde intérieur. De la même façon que la physique sert à comprendre la réalité dans laquelle nous vivons en exprimant des lois, les lois de la physique, les lois du monde extérieur, eh bien la psychologie, de façon symétrique entre la réalité extérieure et la réalité intérieure, la psychologie s'occupe de la réalité intérieure et ces lois nous aident à trouver ce qui ne va pas. Quand dans la réalité une voiture sort de sa trajectoire de la route, eh bien on peut expliquer ce qui n'allait pas parce que le volant était tourné et que pas dans le bon sens et que donc la trajectoire a quitté celle de la route. Eh bien, pour le monde intérieur, ça va être la même chose. On va pouvoir, avec la formalisation des lois, trouver pourquoi il y a quelque chose qui déraille à l'intérieur de nous. Alors, ces lois sont à la base du calcul psychologique, le calcul de satisfaction, comme dit Paul Diel. Le calcul de satisfaction, c'est le calcul qui nous permet de trouver parmi, disons, deux chemins, le chemin qui nous apportera la plus grande satisfaction. Je fais ce parallèle systématiquement pour illustrer, si vous voulez, ce qu'est la psychologie, à quoi ça sert. Alors, pour reprendre mais quelque chose d'essentiel, je vais repréciser ce qu'est la coulpe vitale. La coulpe vitale, c'est notre limitation, c'est aussi notre imperfection. L'imitation, ça donne bien une imperfection, cette imperfection naturelle. On n'est pas le plus fort, on n'est pas aussi fort qu'on souhaiterait, on n'est pas aussi beau qu'on aimerait, on n'est pas aussi intelligent qu'on aimerait, on est limité dans notre force, dans notre intelligence, dans notre beauté, dans tous les domaines, nous sommes limités. Cette limitation, c'est ce qu'on appelle la coulpe vitale, coulpe qui vient de culpabilité, au sens premier, c'est-à-dire se sentir coupable de ne pas être à la hauteur. Voilà, vous pouvez vous rappeler du mot coulpe sous cet angle-là, que Diel a créé, ce mot, et qui exprime la culpabilité essentielle qu'on pourrait avoir de ne pas être parfait, et cette culpabilité va nous pousser à évoluer, à apprendre, à nous perfectionner, non pas à être parfait, la perfection, mais à se perfectionner, c'est-à-dire d'être meilleur demain que je ne suis aujourd'hui. Ce qui va nous entraîner naturellement à
progresser et cette progression est source de satisfaction, c'est-à-dire chaque jour je m'améliore. Et là, il n'y a pas de fin, il n'y a pas, quel que soit l'âge qu'on a, on peut s'améliorer. On peut apprendre une langue nouvelle quel que soit l'âge qu'on a. Alors on apprendra moins rapidement, on apprendra moins bien si on est plus âgé que si on est jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut apprendre très facilement. Après, c'est plus difficile, mais c'est pas parce que c'est plus difficile que ce n'est pas faisable. Donc voilà, je rappelais ce qu'était la coulpe vitale et la coulpe vaniteuse, autrement dit la vanité avec un grand V, c'est-à-dire toutes les formes de vanité. La coulpe vaniteuse, c'est le fait de refuser cette limitation. Refuser cette limitation, c'est refuser d'être limité. J'aimerais avoir toutes les richesses du monde. Eh bien, c'est pas possible. Et si j'avais la possibilité de les avoir, eh bien la conséquence c'est que je ne serais pas heureux. C'est très intéressant de voir ça. Ce n'est pas parce qu'on a énormément de moyens, etc., qu'on est heureux. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, personne ne le vit, personne ne l'accepte. On a beau vous le dire, vous refusez cette évidence et vous pensez que le but de la vie, c'est de gagner de l'argent. Et quand vous comprendrez que le but de la vie, c'est d'être heureux et non pas de gagner de l'argent, vous aurez compris que vous pourrez être et vous pouvez être heureux, satisfait, quel que soient les données de la vie. Ce n'est pas l'argent qui va l'argent, c'est-à-dire la possibilité de l'extérieur, la réalité extérieure qui va pouvoir vous amener une satisfaction. La satisfaction, elle vient de l'intérieur. La satisfaction, c'est un sentiment. Le sentiment, c'est pas avec des carottes et des pommes de terre ou du beefsteak que vous arriverez à avoir un sentiment. Vous allez avoir un plaisir vaniteux, mais vous n'allez pas avoir de satisfaction. Vous voyez la grande différence qui est à la base même de l'erreur fondamentale que nous faisons. Et cette coulpe vaniteuse, vanité en sens avec un grand V, et c'est pour ça que je dis avec un grand V, parce que cette coulpe vaniteuse a plusieurs formes, ce qu'on va voir aujourd'hui, et dont une des formes est la vanité. Donc je ne peux pas dire que la vanité se décompose en vanité, ça serait contradictoire, ce ne serait pas scientifique. Donc il me faut un mot différent pour la globalité de la vanité, vanité avec un grand V, et les différentes formes qu'elle va prendre. Et cette vanité vient en général d'une exaltation, ça on le verra après, et cette l'exaltation c'est l'exagération, c'est-à-dire je construis une porte, je veux que la porte soit la mieux, pas forcément la mieux de toutes, mais mieux que ce que je ne vais obtenir en la faisant. Je construis une porte en ce moment, eh bien, si je veux que ma porte soit comme je me l'imagine, parfaite dans ma tête, même si elle n'est pas vraiment parfaite, en tous les cas, la réalité fera qu'elle sera moins bien que ce que je peux imaginer. Voilà. Et là, c'est une exaltation, c'est-à-dire je vais sortir une exagération de perfection, je vais sortir de mon cadre de la réalité et je vais avoir un décalage entre la réalité et ce que je vais faire. Et ce décalage mesure mon insatisfaction. Voilà. Et bien sûr, cette exaltation conduit à ce qu'on appelle la tâche exaltée, la tâche de ce que je fais, quelque chose d'une tâche, c'est-à-dire quelque chose que je fais,
elle est exaltée, c'est-à-dire elle sort des possibilités de réalisation normale que la réalité va m'imposer. Eh bien, cette tâche exaltée, c'est-à-dire soit le faire plus rapidement que le temps nécessaire pour le faire, soit le faire le plus parfaitement que parfait n'ayant aucun sens, parce que la perfection n'existe pas. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais ça ne sera jamais le plus que quelque chose, parce que le plus sera toujours on pourra toujours trouver quelque chose d'extérieur qui mettra en cause ce plus. Voilà. Donc, on est maintenant avec coulpe vitale, coulpe vaniteuse, exaltation et tâche exaltée face à justement le problème d'arriver à formuler des lois simples du monde intérieur. Les lois sont simples en physique, F égale M gamma, c'est simple. Eh bien, en psychologie, c'est aussi simple. La première des lois, c'est la loi d'ambivalence, c'est-à-dire que toute exagération dans un sens implique une exagération inverse dans l'autre sens. Je veux être le plus, eh bien, si je suis le plus beau, ça veut dire que les autres sont moins beaux que moi, sont les plus moches. Et on va forcément avoir cette ambivalence. Alors ça paraît un petit peu évident, mais dans l'autre sens, vous allez voir que si tout le monde est plus beau que moi, je suis le plus moche. Ça vous parle, je suis le plus moche, ça vous l'avez. Quand je vous dis les autres sont les plus moches, ça, oh non, j'irai pas jusque là, je ne dirai pas ça. Or, en fait, c'est ce qui se passe néanmoins dans votre tête quand vous pensez que vous êtes le plus beau. Alors, la loi d'ambivalence, on la détecte parce que E égale I, exaltation égale inhibition. Si je veux faire quelque chose de merveilleux, je suis bloqué, inhibé pour le faire. Je voudrais séduire une femme, je vais essayer de parler le mieux possible et du coup, en voulant être celui qui parle le mieux possible, je vais être bloqué, timide, inhibé, incapable de sortir un seul mot. Donc là, vous le sentez très bien, là c'est une inhibition parce que j'avais une exaltation de vouloir briller devant cette personne. Un homme ou une femme, c'est vous inversez homme et femme et ça marche très bien. Et sur des plans différents, ça peut être séduction d'un côté, ça peut être beauté de l'autre, ça peut être bonté également, ça peut être toute forme de qualité qu'on va exagérer d'un côté et qui vont se transformer en désavantages, disqualité, si je puis dire, de l'autre. Ça, c'est la loi d'ambivalence, la première loi. Et cette loi d'ambivalence, c'est que toute exagération dans un sens, E, exaltation, est égale à exagération dans l'autre sens, I. I égale E ou E égale I, comme c'est une égalité, vous pouvez intervertir les deux. Dans le monde de la physique, vous avez E, l'énergie, égale mc2, la masse que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est aussi simple, E égale mc2. Dans le monde intérieur, vous avez E égale I, exaltation égale inhibition. Ça vous paraît simple, mais c'est beaucoup plus puissant que ça n'en paraît dans un premier instant, c'est-à-dire que oui, vous pensez que vous êtes le plus beau et vous dévalorisez, vous survalorisez d'un côté, vous dévalorisez de l'autre et en général, on survalorise comme ça et on dévalorise, oh je dévalorise un petit peu. Non, vous dévalorisez de la même façon ce que vous avez survalorisé. C'est la même grandeur, E égale I. Donc vous voyez, c'est ça
une loi, c'est ce que ça donne, la puissance que ça donne, c'est-à-dire ça ne vous laisse aucune possibilité de vous évader de la réalité. Vous êtes face à la réalité. Et face à la réalité, c'est d'être face à la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous rend heureux. Alors, la deuxième loi, c'est la loi, je dirais, du symptôme, c'est-à-dire toute vérité se sait tôt ou tard. Et si vous voulez cacher un défaut, vous allez devoir le justifier. Et tout refoulement va entraîner une justification. Et ce refoulement, ce que vous voulez cacher d'un côté, va finir par ressortir de l'autre, c'est-à-dire elle va, si vous n'en parlez pas, ça va ressortir sous forme de symptômes. Le symptôme est une expression symbolique du psychisme qui provient d'un refoulement. Donc, les petits symptômes que nous avons, qui sont des symptômes du nerveux, tout nerveux aura des petits symptômes. Il aura soit des tics, soit des tocs, soit des expressions comme rougir, de timidité, comme etc., qui exprimeront symboliquement le fait qu'il essaye de cacher quelque chose. Or, la vérité se sait tôt ou tard, et donc, tant que vous n'arrivez pas à défouler positivement, c'est-à-dire rendre conscient ce que vous essayez de cacher, eh bien, vous aurez des justifications qui vont essayer de justifier justement ces erreurs, ces fautes que vous avez et qui vont réapparaître. Alors, les justifications, maintenant, donc vous voyez la loi d'ambivalence qui commence, ensuite la loi du symptôme qui fait refoulement-justification, et dans les justifications, on descend encore d'un cran. Donc vous voyez que scientifiquement, j'applique les lois et elles s'imbriquent les unes dans les autres, et par décomposition successive, on va aller de plus en plus fin, si vous voulez, et on va pouvoir arriver à trouver les causes de notre insatisfaction. Eh bien, l'application de la loi d'ambivalence pour les justifications s'applique, elle se réapplique une deuxième fois, c'est-à-dire que la coulpe vaniteuse dont je vous parlais va se scinder en deux. Elle va se scinder en vanité, culpabilité exaltée, ça c'est vis-à-vis de soi, et en accusation, sentimentalité vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre coulpe vaniteuse, le fait d'avoir un ego énorme, va faire que d'un côté, donc ça vous concerne, l'ego, c'est uniquement vis-à-vis de vous-même, et cet ego va s'exprimer sous la forme d'une part d'une arrogance et d'autre part d'un sentiment coupable de ne pas être à la hauteur. Donc vous voyez, c'est vis-à-vis de soi-même. Et puis, cette même coulpe vaniteuse va vis-à-vis des autres, parce qu'on vit en société, on n'est pas toujours tout seul face à soi-même, eh bien, vis-à-vis des autres, on va être soit en accusation, c'est de leur faute, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, l'angoisse d'opinion, etc., etc. Et en même temps, on va les prendre en pitié, oh les pauvres, qu'est-ce qu'ils sont à plaindre, moi qui suis extrêmement bon, qui suis parfait, je vais venir les aider, je vais être leur sauveur. Donc, vous voyez que vous pouvez être soit l'arrogant, avec la vanité, soit le timide bloqué qui est coupable de la moindre chose qu'il fait, soit le sentimental, c'est-à-dire celui qui prend en pitié des autres, les pauvres, je vais les aider et je vais être leur sauveur, et l'accusation, c'est toutes les erreurs et toutes mes imperfections sont dues
à la vie ou bien sont dus aux autres et non pas à moi, alors que moi j'ai ma propre responsabilité. De là, vous allez avoir ce qu'on appelle les 4 catégories qui forment la base même, si vous voulez, du calcul psychologique, qui sont, donc ça c'est en gros la coulpe vaniteuse, qui a ces 4 formes, 4 catégories d'expression, soit des expressions de vanité, soit des expressions d'accusation, soit des expressions de sentimentalité, ou encore de culpabilité exaltée, c'est-à-dire de culpabilité exagérée. Remplacez exalté par exagération, exagéré, et vous trouverez plus facilement. Exalté, c'est un peu plus précis, puissant que exagéré. Exagéré, c'est simplement pour vous aider dans un sens un peu plus vulgaire, c'est-à-dire commun, de comprendre ce que ça veut dire. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que la vanité se transforme en accusation par loi d'ambivalence. Les petites flèches que vous avez ici sont l'expression de loi d'ambivalence. Alors, vanité et culpabilité exaltée, c'est vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. La vanité peut se transformer en sentimentalité, la sentimentalité en accusation, l'accusation en culpabilité, la culpabilité exaltée en vanité, et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est le cercle de la sorcière, c'est-à-dire le cercle permanent des justifications dans lequel on est empêtré d'un moment à un autre sans pouvoir se sortir de ces justification. Voilà donc le système, si vous voulez, qui s'opère dans notre psychisme et qui est bloquant, qui nous occupe et qui font que nous tournons dans notre tête toutes les justifications. Je lui ai dit ça, il m'a dit ça, je vais lui répondre, etc. Et vous perdez un temps fou à imaginer du matin jusqu'au soir tout ce que les autres et tout ce que vous allez vous dire demain et après-demain en cherchant à les vexer ou bien à les amadouer pour obtenir un profit vaniteux, au lieu de dire tout simplement la vérité. C'est plus difficile de dire la vérité, mais c'est tellement plus économique et tellement plus agréable à faire. Voilà, donc je vais vous résumer encore en quelques mots ce qu'on vient de vous présenter, à savoir qu'est-ce que la psychologie. La psychologie sert à partir de lois à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, les ruminations et les justifications sans cesse. Sachez que les justifications sont déjà dans un deuxième niveau. Le premier, c'est je m'exalte, je vais être le meilleur, etc. Et du coup, je m'inhibe, je me bloque et je n'arrive pas à faire. Je voudrais faire ces 5 cours en 5 minutes. C'est pas possible, puisque j'ai dit que chacun des cours, c'était une demi-heure. Vous voyez à quel point, dès qu'on rentre dans le concret et dans la réalité, eh bien, le temps et l'espace rentrent en ligne de compte. Et s'ils rentrent en ligne de compte, il faut les accepter tels qu'ils sont. Si on n'accepte pas la réalité, on est insatisfait. Si, au contraire, on accepte la réalité, on devient satisfait. Ça, c'est le calcul de satisfaction. Eh bien, cette exaltation-inhibition va se transformer en « je vais refouler, mettre sous le tapis la poussière du salon », eh bien, si la poussière du salon est sous le tapis, eh bien, tôt ou tard, elle va ressortir, et soit sous forme de symptômes, parce que j'en ai pas parlé, donc ça va s'exprimer, le nez au milieu du visage, et on va voir à quel point il est vaniteux, à quel point il est prétentieux, à quel point il est timide, à quel point il est
coupable, et au lieu de regarder ce qu'il en est, eh bien, ça va s'exprimer sous forme de symptômes, parce que la vérité ne peut pas ne pas se savoir. Donc, ce que la psychologie va vous dire, c'est affronter la réalité, affronter la vérité, et n'ayez pas peur de la dire, parce que c'est ce qui va vous soulager. Tant que vous serez dans vous aurez une coulpe vaniteuse qui refuse les limitations. Tant que vous refuserez les limitations, vous serez insatisfait, et vous serez dans cette insatisfaction, vous serez mal à l'aise et malheureux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà ce deuxième cours qui se termine, et nous continuerons le troisième. J'ai voulu le faire le plus simple possible, mais vous voyez tous les développements qu'il y a et la richesse de ces lois du monde intérieur. Ce n'est que à peine effleuré ces lois dont je vous ai parlé. Il y en a beaucoup plus, une trentaine, par rapport aux 2 lois très simples que je vous ai exprimées. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt pour le cours numéro 3.